un thème qui est lié à la paracha de Behar. On est dans... Ah, je vais peut-être moins enregistrer alors. Tu peux enregistrer quoi? Parce que oui, mais c'est un son qui est moins... J'ai peur qu'on puisse pas le mettre sur WhatsApp quoi. Tu peux? Ouais, donc parachat Behar. Vas-y. Voilà, donc la parachat Behar va parler d'une mitzvah extrêmement connue dans la Torah et aussi connue que difficile, qui s'appelle la mitzvah de la Shemitah. Traduction, lorsque on se trouve en Israël, même de nos jours, alors nous avons une mitzvah de travailler la terre pendant 6 ans et au bout de la 7e année, de laisser totalement la terre en friche. 7 ans, donc on appelle ça la Shemitah, c'est un petit peu le Shabbat de la terre, au même titre qu'il existe 6 jours de vie active et 1 jour de Shabbat dans la semaine. Nous avons aussi au niveau de l'agriculture un impératif pendant une année entière de ne absolument pas travailler la terre, semer, ensemencer, labourer, récolter. La terre devient propriété de tout un chacun. Aucune exploitation. Maintenant, je dis que c'est une mitzvah qui est connue, qui est pratiquée encore aujourd'hui, mais qui est extrêmement complexe. Plus facile aujourd'hui qu'avant, mais à l'époque, il faut se figurer quelque chose d'assez incroyable, c'est que, compte tenu du fait qu'à l'époque, jusque pratiquement au début du XXe siècle, l'essentiel du PIB, du produit intérieur brut, c'est-à-dire de la richesse d'un pays, était drainé par les revenus agricoles. Il faut attendre le début du XXe siècle pour commencer, au niveau de ce qu'un pays produit, à faire entrer le secteur secondaire, l'industrie, le secteur tertiaire, les services, et aujourd'hui le secteur quaternaire, tout ce qui est du domaine de la recherche et des startups, ainsi de suite. Mais, donc aujourd'hui, si vous voulez, la part de l'agriculture dans l'économie mondiale a une part, mais peut-être beaucoup moins forte que la technologie, beaucoup moins forte que les grandes sociétés d'Apple et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus équilibré. Mais à l'époque, c'était exclusivement pour l'eau de terre, par ton champ, que tu pouvais drainer ta parnassa. Et là, on est devant une mitzvah, mais a priori incroyablement difficile, puisqu'on te demande, pendant 1 an, de ne rien faire. C'est-à-dire que si la Torah avait imposé, au niveau de l'exploitation agricole, 6 ans de labeur durant lesquels tu peux engranger tout ce que tu veux, et la 7e année tu continues, pour ne pas laisser la terre en friche, parce que vous savez que si vous laissez la terre en friche, elle peut s'abîmer, elle peut faire pousser des mauvaises herbes, donc en fait c'est un gros coup. Eh bien, si la Torah par exemple, avait décidé de façon péremptoire, que la 7e tu bosses, mais tu donnes tout à Skippy, non je veux dire tu donnes tout aux pauvres. Ouais. Ça veut dire que là, je me dis, bon, bah, c'est intelligent, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'on t'oblige 1 année sur 7 de t'occuper des pauvres. Donc pendant 1 an, tu vas être en mode bénévolat. Tu vas bosser en plus, mais tu vas bosser pour les pauvres. Ça, j'entends. Parce que quelque part, au moins, cette richesse potentielle, bah, elle n'est pas évaporée. Mais là, tu es en train de créer un acte d'une antiproductivité, mais colossale. Si tu fous rien sur la terre, au moins qu'il y en a qui profitent, c'est dommage. Non, on ne bouge pas la terre. La terre doit rester dans un état de léthargie. Et ça, c'est, quand on prend un petit peu la conscience, c'est colossal. C'est comme si aujourd'hui, imaginez qu'on appliquait la Shemitah aujourd'hui à tous les domaines des revenus économiques. Donc le bonhomme, il est médecin, pendant 1 an, non seulement il ne prend pas d'ordonnance, mais il ne fout rien. Il y a des malades, non, je ne peux pas gérer. Non, il n'y a pas de truc. Ouais. Alors, tu sais quoi, fais 1 an au service, je sais pas moi, de médecins sans frontières, pas ceux-là, c'est les anti-vax, mais ouais, médecins avec frontières, oui, médecins avec frontières, ouais. Comment? Ah oui, bien sûr, c'est ça, bien sûr. Oui, bien sûr, ouais. C'est ça, ouais. Donc Magali, tu vas donner, voilà, imaginons que le peuple juif mette en place un système dans lequel tous les toubibs, tous les 7 ans,
vont donner leur service à Magen de David Adom. Magnifique. Ouais. Alors tu sais bien, mais tu fous rien, tu vas rien foutre. Toutes les avocats, toutes les industries, tac, tout le monde, tout s'arrête. Mais c'est quoi? C'est le plan. Un film qui s'appelle Soleil Vert. Comment? Comment? On donne tout ce qu'on gagne aux impôts. Hein. Il ne nous Bon. reste rien. Hein. Il y a 50% quand même, non? Pas grand-chose. Ouais. Bon, ok. Mais n'empêche qu'on continue à bosser. Donc là, il y a quelque chose qui est vraiment... Pour l'État. Il faut bien comprendre qu'il y a une mitzvah spécifique qui est d'une difficulté, mais absolument terrible. Maintenant, nous, aujourd'hui, on est dans des économies qui sont interconnectées. Donc, s'il y a un problème au niveau agriculture, tu peux essayer de t'en sortir au niveau industriel. Pensez à tous les pauvres, les paysans, qui, à travers les siècles, habitaient en Israël et ont été obligés de respecter la Shemitah à des époques où il y avait des épidémies de choléra. C'est vraiment une question fondamentale. Alors, regardez. Pourquoi il y a plus de rotation? Comment? Pourquoi toutes les terres? Tout. Au même moment, il n'y a pas assolement triennal. Non, il n'y a pas d'assolement triennal. Il y a Khasra qu'on a appris ça là, en collège, ouais. Non. C'est au même moment, tout le monde est bloqué. Maintenant, on va bien regarder le texte. Ouais. Ça, c'est tous les 7 ans. Maintenant, on a le pompon. Au bout de ce qu'on appelle le jubilé, au bout de 49 ans, 7 x 7, 49, comme disent les grands mathématiciens. Pareil que 7 x 7 font 49. Donc on aura la 49e année, c'est une Shemitah. Donc évidemment, on ne fout rien. Et la 50e année, Aouda, on ne fout rien. Donc tu cumules 2 années de rien foutre. 2 années entières de rien foutre. Ça, c'est ce qu'on appelle le truc complètement incroyable qui est marqué ici dans la Torah. Une fois qu'on a bien cerné ça, on va rentrer dans les psukim et se poser les questions qui méritent d'être posées. Je prends le texte, donc c'est une vraie analyse de texte. Regardez, je l'ai mise dans le truc, dans le document. Désolé, il manque des documents. Ou bien vous pouvez prendre en photo si vous voulez. Vaidaber Hashem el Moshe be'ar Sinai. Hashem a parlé à Moshe be'ar Sinai, au mont Sinaï, en ces termes. Daber el Bnei Israël va'amarta alehem. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras. Qui t'avoue à l'arrêt, lorsque vous arriverez sur la terre. Attention, Moshe Rabbeinu n'a pas foulé la terre d'Israël, il a directement, il est mort, c'est Yehoshua qui va fouler la terre d'Israël. Donc, quand vous rentrerez dans la terre que je vous donne, Veshavta Haaretz, la terre devra pratiquer le Shabbat. Shabbat l'Hachem, le Shabbat de Dieu. C'est-à-dire, c'est pas toutes les semaines, c'est pire que toutes les semaines, Sheshanim Tizra Sadecha, 6 années tu vas ensemencer ton champ, Vesheshanim Tizbor Kamecha. Et 6 ans, tu vas travailler ta vigne. Ve'asafta et tevuata. Et tu recueilleras le produit. C'est bon ou pas? Maintenant, dit le texte, ou Bashana Ashvit, et la 7e année, Shabbat Shabbaton Yela Haaretz, ce sera le Shabbat du Shabbat pour la terre, Shabbat, l'Hachem, un Shabbat de Dieu. Sadecha le tizra, tu n'ensemenceras pas ton champ. Vecha mecha le tizmor, et tu ne travailleras pas ta vigne. Tu laisses tout en friche. Ok? Je continue, avant de rentrer dans Rashi en bleu, je continue les versets suivants. Donc ok, voilà, ça c'est ce qu'on va faire. Maintenant, quel est the big question? Tu fais ça? Quelle est la question? Comment tu manges? Manger s'il te plaît, comment on fait? Ouais. Va si t'es... Oui, mais c'est tzedaka de qui? Des autres paysans? Ouais. C'est le problème. Si t'as des ingénieurs, il n'y a pas de souci. On peut faire la tzedaka, on peut prendre en charge. Mais là, tu prends une nation entière et tu paralyses totalement le poumon économique. C'est la paralysie totale. Ouais. Encore une fois, si on prenait un groupe de juifs très religieux, très proches de Dieu, on leur dit, vous savez quoi les amis? Ouais. Tous les 7 ans, vous faites une année shabbatique. On vous envoie dans un monastère au Tibet, stage de méditation, stage de lévitation, ouais, pour tous les lévim, vous faites de lévitation, ouais, stage de détente, détox, vous faites un système de détox. Moi je dis, il n'y a pas de souci, il y a quelques candidats qui vont y aller, ouais. Quelque part, le monde des gens qui disent à plein temps la Torah, et c'est un petit peu ce type d'ovni, ouais, ok, mais ça paralyse pas tout. Le système économique, tous ces gens-là fonctionnent grâce Issachar Zevulun. Toutes les personnes qui Issachar Zevulun plus
évidemment Rabbi Serfa. Ouais, faut pas l'oublier, ouais. Mais finalement, ouais, mais t'as au moins donc t'as à la fois des donateurs et t'as une fiscalité qui est propice. Donc le système du monde juif fonctionne comme ça. Mais si on est tous dans une paralysie économique, qu'est-ce que tu veux faire? C'est terrible. Encore une fois, nous, on ne se rend pas compte, je ne sais pas c'est quoi un pecno, on ne sait pas c'est quoi un paysan. Mais imagine-toi que jusqu'au début du XXe siècle, tu as 90% du PIB, ouais, comme disait l'autre, pâturage et labourage sont les deux mamelles de la France. Rappelez ou pas? La France est un grand pays avec une culture d'agriculture, et même, regardez aujourd'hui, comment les agriculteurs font un petit peu, enfin, c'est un poids très important. PAC électorale, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a une PAC politique agricole commune en Europe, et ça a encore un poids, beaucoup moins qu'avant, mais ça a un poids. Tu ne pourrais pas imaginer paralyser un pays comme Israël ou comme la France en disant l'année de Shemitah, vous foutez rien, mais c'est la folie. Donc c'est la mitzvah qui est marquée ici maintenant. Donc évidemment, comment on mange? Alors regardez ce que dit le texte, verset numéro 18. Va sitem et rukotai, vous ferez mes préceptes. Va être mishpatai tishmeru, vous garderez mes lois, va sitem otam et vous les réaliserez, vishaftem alaretz lavetar, si vous faites ça, vous serez pépère sur la terre. Moi je commence déjà à avoir les soucis, en imaginant la Shemitah, mais je serai tranquille, ouais, détente. Venatna haaretz piria, et la terre donnera ses fruits, va achaltem la sova, vous mangerez à satiété, Vishaftem la vetar, et vous pourrez être installé confortablement sur la terre. Ça, c'est ce qui est marqué ici. Donc, fais ce que tu as à faire, tout ira bien. Maintenant, Vechetomru, et si vous me dites la question qui a été posée ici, Manochal Bashana Ashvi, dit le texte. Mais qu'est-ce qu'on va manger la 7e année? Tu bloques tout. Qu'est-ce qu'on mange? Henlon Isra, Velon Esaf. Mais voilà qu'on a ni planter ni semer, et on ne pourra même pas engranger. Et tevoaten, notre tevoa, notre récolte. Comment on fait? Réponse d'Hachem dans la Torah, vitiat birchati lachen, vous inquiétez pas, je vais ordonner ma bracha pour vous, bashana hashishit, la 6e année, ve'asa et atvua les shalosh shanim, et la récolte, cette récolte, si vous voulez, elle va durer, Shalosh Shanim, 3 ans. C'est-à-dire 3 ans, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a la 6e, il faut manger la 6e, mais comme tu fous rien à la 7e, il faut la 7e aussi, et la 8e, parce que comme tu n'as rien foutu la 7e, tu n'as rien planté. Donc qu'est-ce que tu vas récupérer? 3 concombres? Pas possible. Donc tu as besoin de replanter à partir de la 8e, c'est permis, mais jusqu'au moment où tu récoltes tes fruits, il te faut combler ce laps de temps. Donc en 2 mots, t'inquiète pas, je te fais un chiffre d'affaires numéro x3, la 6e année. Voilà un petit peu ce qui est marqué ici. 2 questions fondamentales. La première, je voulais marquer ici en tout début, Vaidaber Hachem el Moshe Behar Sinaï. Hachem a parlé à Moshe Behar Sinaï, au mont Sinaï. Qu'est-ce qui est bizarre ici? Comment? Pourquoi préciser? Tout le monde sait pertinemment que la Torah a été donnée au mont Sinaï, Moshe Kibal Torah mi Sinaï. Et donc, c'est pas spécifiquement la mitzvah de Shemitah qui a été donnée au Sinaï. Toute la Torah a été donnée au Sinaï. Donc c'est une lapalissade de dire que cette mitzvah a été donnée au Sinaï. Elle est comme toutes les autres mitzvot. Première question, pourquoi préciser? Deuxième subtilité, quand on regarde la fin des versets que j'ai amenés ici, alors on se rend compte de quelque chose de très intéressant. C'est qu'il y a un petit bug au niveau logique. Je reprends le verset numéro 20. Et si vous en arrivez à dire Manochal Bashana Ashvi'it, qu'est-ce qu'on va manger la 7e année? Voilà on va pas récolter, on a ni ensemencé ni récolté. Alors t'inquiète pas, je vais vous envoyer la 6e année une bracha parfaite. Et elle pourra suppléer aux 3 ans. Qu'est-ce qui est bizarre dans ce qui est marqué ici? Les fruits vont pourrir. Comment? Les fruits vont pourrir. Alors, bonne question. Disons qu'il savait maîtriser les notions de grange. Et d'où on sait ça? On sait ça de Yosef. Yosef, il a profité des années d'abondance pour remplir des granges à non plus finir qui ont permis
d'alimenter 7 années de famine. Donc normalement, il maîtrisait déjà à l'époque de Yosef le concept de conservation. Donc c'est pas ça qui nous gêne. C'est valable pour les céréales. Comment? C'est valable pour les céréales, c'est pas valable pour les fruits, les légumes, etc. Ah, je sais pas, il y a des techniques. Moi, un jour, j'avais reçu comme ça un bonhomme qui venait des champs. Il m'a donné une cagette de, je sais pas, de 20 kilos de pommes. Et ça m'a duré tout l'hiver parce qu'il m'a expliqué comment les mettre. C'est des pommes sauvages comme ça. Je les mets, tu mets un truc par-dessus dans la cagette. Et les fruits, vous pouvez s'en servir. Vous pouvez les manger. On achète pas. Non, mais pour les années d'après. Il dit comment tu conserves. Ça va pourrir. Non, mais les fruits, on n'a pas besoin de les conserver puisque vous pouvez les manger le jour, pendant l'année de la Shemitah. Oui, mais pas que moi. Hein. C'est que moi je peux me nourrir. Mais tout le monde peut se nourrir. Donc tous les gens du village viennent se nourrir. Mais maintenant, puisque j'ai pas travaillé la terre, a priori, il y a une production beaucoup moins grande. Tout on peut prendre, mais c'est de la production spontanée. Les concombres, ils vont pas. Alors les fruits, ok. Non, le blé, parce qu'il faut le semer. Tandis que les fruits, il faut se mettre. Ok, donc il y a un tronc. Mais ce tronc, si j'ai pas élagué, si j'ai rien fait, tu penses qu'il y aura une très belle récolte? C'est pas que. Et c'est pas à moi, c'est tout le monde en profite. Donc finalement, ma propre récolte, je ne l'ai pas forcément pour moi. Alors maintenant, il y a une petite subtilité ici au niveau logique qui est ramenée par les Rishonim. Je ne comprends pas. Si Akadosh Baruch Hu vient te dire, t'inquiète pas, la 6e année, tu auras de quoi faire 7e et 8e. Après, tu poses la question. Ton père, il t'a pas raconté que le 6e est un truc de fou qui s'est passé? Pourquoi tu poses la question? Mieux que ça, pas que ton père. Toi, tu es dans la 6e. Ouais. Donc tu dis, voilà, bon, ok, bah, je fais ce que j'ai à faire, ouais. Je fais ce que j'ai à faire. Mais d'un coup, tu vois poindre bientôt Rosh Hashanah. Et là, tu commences à flipper un petit peu comme lorsque on mange pépère pendant tout le mois de Elul et tout, puis arrive bientôt Yom Kippour. Et plus tu t'approches de Yom Kippour, tu dis, mais comment je vais faire, quoi? Qu'est-ce que je prends? Il y a des comprimés pour la soif. Hein. Ici, en France, on n'a pas trop soif. Moi, quand j'étais en Eretz, ils vendaient dans tous les endroits des comprimés miracles, tu vois, qui apaisent la soif comme le Petit Prince. Des trucs que tu prends la veille du jeûne, on te demande de boire 2 litres d'eau. Il y a une vraie préparation pour Tchavav aussi, pareil. Ouais. C'est que plus tu arrives à la date fatidique, plus tu dis, bon, mais demain, ce sera plus. Ça va vraiment rigoler, quoi, ouais. Donc, plus tu t'approches de la 7e année, plus tu te dis, waouh, ça va chauffer l'année prochaine. Donc, je peux comprendre que l'angoisse, elle est croissante à partir de la 6e année. Tant que tu es dans les années avant, on est tranquille, on ne se pose pas de questions. Mais tu arrives à la 6e, ah, tu dis waouh, ça commence à être un problème. Mais puisqu'Hachem, il a dit, je vais ordonner ma bracha la 6e année. Donc tu devrais être rasséréné parce que tu dois voir justement le triplement du chiffre d'affaires. Donc tu ne dois pas être angoissé, vous comprenez ou pas? Vous comprenez ou pas? L'angoisse, elle ne peut venir que si tu vois que finalement, mais qu'est-ce que je vais faire avec cette petite récolte? Ça va pas durer 3 ans. Mais puisqu'Hachem ordonne la bracha, donc il n'y a pas de souci. À cause de cette question, et c'est là que ça devient croustillant, un des maîtres du Moyen-Âge va dire, non, en fait, le truc, c'est que la 6e année, elle donnait autant que la 5e année. Elle donne la même chose. Mais Hachem, il a promis. Comment je fais? Réponse, Ochel me'at, au midbarer be'me'av. En fait, la 7e et 8e, enfin en tout cas la 7e, eh bien, tu avais d'un coup 1/3 de tes besoins énergétiques. C'est qu'avec très peu, donc en fait, c'est de là que vient l'anneau gastrique. Ça a été inventé à l'époque de la Chine. Donc il y a des chirurgiens juifs qui sont énormément enrichis à cette époque, ce qui permet de faire le, je sais pas comment ça s'appelle, le slim band. Donc c'est-à-dire, c'est un truc de fou, c'est-à-dire qu'en fait, compte, tu as exactement le même chiffre d'affaires, et en fait, tu sais quoi? Eh ben, la 6e année, tu vas manger d'1/3 de ce que tu as besoin. C'est un truc de fou. Parce que tu as moins faim. Et ça, on est dans l'ordre du miracle, enfin, de quelque chose de complètement fou. Donc, c'est ça en fait donc du coup, il panique. Parce qu'il dit, mais là, j'ai pas eu plus de chiffre d'affaires. Là, comment ça va se faire? On va attendre que le dernier mois, Elul, d'un coup, enfin, en Elul, tout va exploser. Non, c'est pas possible. Ça, c'est la difficulté. Donc, ça, c'est la difficulté de la mise maintenant. Deuxième question, donc ça, c'est la deuxième question. La première question, je vous ai dit, pourquoi Béhar Sinaï? Béhar Sinaï, il y a un rachis qui est fondamental, qu'on va expliquer à partir d'un Khatam Sofer que j'ai découvert cette année, qui est magnifique. Demande Rachid cette question, pourquoi préciser la question qui a été posée? Maïnyan, Shemitah et Tzel Har Sinaï. Mais qu'est-ce que ça fait la Shemitah avec le mont Sinaï? Valokol mitzvot ne'emru beSinaï, mais toutes les mitzvot ont été données au mont Sinaï. Et là, ma Shemitah de même, donc c'est juste pour te dire que de la même façon que la Shemitah ne'emru kilalotea
que, de la même façon que dans la Shemitah, tu vois qu'on t'a donné la liste de toutes les détails de la mitzvah, et la 6e année, tu vas ensemencer. Donc on t'a donné la listing de tous les détails, prêtotéa de tous les points de détail, vidigdoutéa misinaï. Donc, il y a eu la mitzvah Shemitah, le grand tête de chapitre, et puis on t'a déroulé comment se fait la Shemitah. Eh bien, de la même façon que pour cette mitzvah, on t'a déroulé le manuel de comment ça se fait la Shemitah, sache que c'est le valable aussi pour toutes les autres mitzvot qui ont été données de façon peut-être très concise. Eh bien, sache qu'au Sinaï, de façon orale, il y a eu aussi tout le manuel en même temps. Ouais. C'est-à-dire on va dire que la mitzvah de Shemitah est l'archétype d'une mitzvah dont la Torah te délivre toutes les ramifications, toutes les conditions de la mitzvah. Eh bien, on te dit ça s'est passé au Mont Sinaï. Si on te dit au Mont Sinaï, c'est pas succinct, on dit tout. Ah, tu vois qu'en fait la Torah a été très succincte. Ne crois pas. C'est que de la même façon que tu as vu dans la Shemitah qu'on a tout dit, eh bien dans tes films on a tout dit. Et dans les viandes par exemple, il y a rien marqué dans la Torah pratiquement. Le Tevachel Gedi Bachalavimo, c'est très succinct. Eh bien tout ce que tu vas apprendre après, attendre entre ci, là, toutes ces notions ont aussi été dit. C'est ce qui est marqué ici dans Rashi. Donc voilà ce que veut dire ici Rashi. Donc je répète, on a une question, pourquoi tu dis que la Shemitah était donnée au Sinaï et les autres quoi à l'Everest? Non, tout est en Sinaï. Mais de même que tu vois qu'on te fait un déroulé de tous les détails de la Shemitah ici, au Sinaï, alors sache que le déroulé est valable pour n'importe quelle autre mitzvah. C'est ce qui est marqué ici. Maintenant, question du Khatam Sofer. Ce calcul-là, on aurait pu très bien le faire sur Mitzvah Tefillin. La Torah nous aurait dit, Hachem a demandé de mettre les Tefillin au Sinaï, et il te montre comment tu fais à droite, à gauche, et donc du coup, de même façon que Tefillin, on t'a donné les détails, et c'est au Sinaï. Donc le Sinaï est un endroit dans lequel on donne tous les détails. Pourquoi spécifiquement la Mitzvah Shemitah? Et pourquoi pas Shabbat? On aurait dit, voilà, Hachem a donné le Shabbat au Sinaï, le Shabbat tu ne feras pas tous les mélachot, tu feras pas tout le feu tu ne le feras pas. Et tu aurais dit, ah ok, de la même façon qu'on a donné une tartine sur Shabbat, c'était passé au Sinaï, donc le Sinaï est un lieu, donc il y a tout. Pourquoi, sous-entendu, pourquoi quelque part la mitzvah de Shemitah va être finalement la mitzvah la plus sinaïque? Si tu veux avoir la quintessence de ce que le Sinaï a produit, finalement, l'ambassadeur du Sinaï, c'est la mitzvah de Shemitah, beaucoup plus que Shabbat, beaucoup plus que tout le reste. C'est-à-dire que ça veut dire, en fait, ça le présupposé. Si la Torah choisit spécifiquement le Sinaï, la Shemitah pour dire que ça se passe au Sinaï, pour dire qu'en fait, finalement, si tu cherches dans toutes les récits d'entraîne mitzvot, s'il y en a une qui est vraiment représentante du don de la Torah au Sinaï, c'est-à-dire cet événement complètement intergalactique de Hachem qui parle devant 600 000 personnes, tu veux quelque chose, une mitzvah qui ressort de ça, c'est que la Shemitah et pas Shabbat et pas le reste. Et pourtant Shabbat c'est impliqué. C'est parce que c'est une mitzvah de vrai. Voilà. Alors on y arrive, on va expliquer. Alors on va expliquer parce que il n'y a pas de mitzvah qui sous-tend une imuna aussi colossale que la mitzvah de Shemitah. Il n'y a pas comme ça. Parce que ne pas bosser un jour par semaine, je sais que dans les années 50 aux States, on travaillait 7 jours sur 7. Donc je peux imaginer que pour tous les juifs qui sont arrivés des camps de l'Orthodoxe qui sont arrivés aux États-Unis au début des années 50, c'était ultra compliqué pour eux de respecter Shabbat. Ouais, très compliqué. Ok, mais ça veut dire, tu peux quand même bosser 6 jours, mon ami. Ouais. Mais là, un an entier, on a dit, c'est quelque chose d'impossible. Et en quoi c'est la mitzvah la plus sinaïque? Parce que... Et c'est là on arrive à une base extrêmement fondamentale au niveau de la Emouna. Vous savez qu'il y a 3 religions monothéistes, à peu près, quoi. Donc on a... Je le carbure. On a les juifs, on a les musulmans, on a les catholiques, les chrétiens. Maintenant, à travers les siècles, on a eu beaucoup de fil à retordre avec ces nouvelles religions qui voulaient à tout prix démontrer qu'en fait, c'est eux qui avaient raison. Et donc on a toute une littérature de disputation avec les plus grands maîtres du Moyen Âge, notamment le Ramban, Rabbi Yehuda Halevi aussi, dans le Kuzari,
qui sont venus donner des argumentaires pour prouver à quel point on était infiniment plus puissant. Notre système de révélation est infiniment plus puissant que le leur. Et un des arguments fondamentaux qui a été donné, c'est que nous, la révélation s'est faite devant 600 000 personnes, tandis que pour Jésus, elle s'est faite toute seule. À l'issue de cette révélation, il aurait apparemment fait du barefoot sur le lac de Galilée et fait apparaître quelques chalotes pour une poignée d'indigents. Alors, à une époque, je vous rappelle, où n'importe quel maître de la Mishnah était capable de ressusciter un mort. Donc déjà, quand vous comparez les miracles, évoquez la story des miracles, ouais, quid entre Jésus, Amavdil, entre Jésus et de l'autre côté Moshe Rabbeinu, qui lui n'a pas donné quelques chalotes de Shabbat, il a organisé un flunch, un McDo, pendant 40 ans, pour 3 millions de personnes tous les jours. Ouais. Donc en fait, on est déjà dans des disproportions absolument colossales. Ça, je parle de Jésus. Maintenant, quant à Mohamed ou Mahomet, je sais pas comment on l'appelle, alors lui, c'est dans une crise d'épilepsie qu'il a été visité par Allah, qui lui a dit tu vas créer le nouvel arbre aussi. C'est important de reprendre les choses. Ouais. Et donc, je vous explique pourquoi. Dans ce que nous on appelle leur mensonge, parce qu'on n'y croit pas. Jésus, on n'y croit pas, et Mohamed, on n'y croit pas non plus. Pourquoi ils n'ont pas inventé un pipeau du genre on était 600 000 ? Oui. Après, s'ils pipotent, pourquoi ? Comment ? Ça ne peut pas marcher. Parce que ça ne peut pas marcher. Parce qu'en fait, s'ils arrivent et ils disent on était 600 000, mais ils sont où les 600 000 ? Ils sont où les 600 000 ? Montrez-le-moi. Ouais. Non, c'est passé il y a 50 ans. Ok, mais alors pourquoi on n'a pas eu une seule trace ? Je sais pas, personne n'y était, je sais pas, c'est bizarre. 600 000 personnes, mais ça fait du bruit, 600 000. Il y a du buzz, il y a du tweet, ouais. Donc ça veut dire qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas nous concurrencer parce qu'en fait c'est trop fort, 600 000 personnes. Donc là, il y a quelque chose d'assez incroyable dans l'argument des 600 000 personnes. Maintenant, n'oubliez pas que, je pense que beaucoup parmi vous, leur père, leur mère lui a dit on a eu un truc au Sinaï. D'où tu sais ? Parce que mon père me l'a dit. Mais d'où il sait ? Parce que son père lui a dit. On a un système de démonstration par récurrence, comme on dit dans les mathématiques. C'est qu'en fait, tu peux remonter relativement facile. Et tu vas dire peut-être qu'il y a un pipeau qui s'est glissé entre temps. Alors c'est quand même bizarre que tous mes copains et mes cousins, tout le monde fonctionne avec le même pipeau. C'est bizarre, ouais. Et surtout dans un domaine qui est tellement important, dit le Ramban Nachmanide, à Av et Meshaker et Beno, qu'il existe des choses dans lesquelles on peut mentir. Enfin, on n'a pas le droit, mais j'en mente dans beaucoup de choses. Parce que tu transmets une information importante à ton fils, là tu es réglo. Et donc sur l'idée il y a eu Moshe Rabbeinu qui a du Sinaï, un père il ne va pas mentir à son fils. Même Marco Mouli, ouais, je vous garantis que là-dessus il sera ouais. Donc, je dis la chose suivante, très très important. On a, si vous voulez, un socle, une assise infiniment plus importante. Je rajoute un petit point très intéressant. Ok, c'est magnifique. Je peux remonter de moi jusqu'à Moshe Rabbeinu. Et imaginons que Moshe Rabbeinu ait réussi avec des puissances extraordinaires, un génie incomparable, en tant que leader incroyable à sortir d'Égypte avec des techniques, je sais pas, il a créé des guérillas et tout, et qu'en fait il n'y a jamais eu de révélation au Sinaï. Il a tout réuni le peuple hébreu et il leur a dit venez on invente une religion. Une révélation, on invente tout. C'est-à-dire, imaginons qu'en fin de compte les 600 000 sont des complices qui ont fait marcher cette multinationale jusqu'à aujourd'hui. Donc à la base il y a des menteurs, mais qui ont transmis, ils sont mis d'accord pour transmettre une chose mensonge. Alors, un des arguments qui peut dérouter totalement cette vision, c'est très complexe, mais un argument que j'avais trouvé à l'époque, j'avais adoré. Vous savez que dans les années 90, une thèse a émergé pour dire qu'en fin de compte, cette fameuse prouesse de Armstrong, un petit pas pour l'homme, grand pour l'humanité, en 69, en fin de compte était un montage de la NASA, un montage vidéo de la NASA. Ah non, mais c'est pas possible, on les voit et tout. Alors, les gens ils disent, c'est pas possible, c'est évident que c'est du vrai. On voit le film. Je dis, mon ami, 69. J'ai souvenir d'un James Bond en 63 qui s'appelait Moonraker. Bon, je m'adresse que aux vieux ici. Ouais. Alors, je vous dis, il y a des montages vidéo qui sont impressionnants. Impressionnants. C'est-à-dire,
Dans les années 62-63 à Hollywood, on maîtrisait des effets spéciaux colossaux. Donc ça veut rien dire. Et d'ailleurs, ils amènent comme preuve que c'est du bidon le truc. Alors c'est quoi l'idée? Ils ont menti. Pourquoi? Pour mettre la pige à l'URSS, pour montrer que nous on est les premiers à amener un homme sur la Lune. Donc dans un climat de guerre froide, alors il faut montrer qu'on a beaucoup plus d'achèvement que vous. Mais en fait c'est du pipeau, c'est un montage vidéo. Et d'ailleurs, regardez bien, le drapeau il flotte. Ah! Donc c'est dans un studio que ça s'est passé, ouais. Parce que normalement ça flotte pas là-bas dans la Lune. Et donc il y a tout comme ça une sorte de théorie du complot qui s'est mise en place. Vous savez comment elle a été déjouée? Par un argument qui a été trouvé par un journaliste en disant voilà, disons ok que c'est du pipeau, c'est un mensonge. Pour réaliser ce pipeau, il faut au moins mettre de connivence les 1000 travailleurs de la NASA. De la NASA. Ouais. C'est qu'en fait, eux, ils font semblant, ouais, le truc, on arrive, on atterrit et tout. En fait, c'est tout du pipeau, parce qu'on a quand même des films de la NASA, il y a des gens qui étaient là. Ouais, donc tu peux pas tout pipoter. C'est pas dans un studio avec des Playmobil. Non, non. Donc il faut mettre de connivence à tous les 1000 ingénieurs, enfin au moins les ingénieurs de la NASA. Ouais. Ils disent, c'était passé en 69, on est dans les années 90. En 25 ans, il n'y a pas eu un des mecs, un des ingénieurs qui a lâché le morceau à sa femme, à sa maîtresse, à sa grand-mère. On n'a pas eu une seule fuite. Eh, c'est pas possible. Sur 1000 personnes, il n'y a pas un qui te raconte. Au moins, encore une fois, on sait garder des secrets. Mais il y a des moments où tu as quand même envie de le partager avec ton meilleur copain et il t'a juré qu'il ne dira à personne. Ouais, donc en général, ça ne dépasse pas le département quand il t'a dit ça, ouais. Tu vois, mais attends, tu t'es dépositaire d'un truc incroyable, un scoop incroyable, et tu vas te priver? Non, tu vas pas te priver, c'est impossible. Donc au moins une personne qui t'a juré que ça sortira pas de sa bouche. Mais lui, c'est tellement lourd pour lui, hop, il balance chez quelqu'un d'autre, et donc boum, tu es en train de créer la chose. On n'a pas eu en 25 ans une personne, un Mediapart qui débarque en disant on a eu des informations du béton, d'une personne qui a entendu que c'était assez du pipeau. Et donc ça a été la chose. Alors attention, c'est sur 1000 personnes. Vous vous imaginez 600 000 personnes? On n'a pas eu une trace d'un pipeau. Pas une trace d'un pipeau. Ça, c'est une des arguments. Maintenant, je reprends. Le Khatam Sofer, il dit un truc. Le Khatam Sofer, le fils du Khatam Sofer, il dit un truc extraordinaire. Il dit la présence de cette mitzvah de la Shemitah est la preuve de l'existence de Dieu. Parce que il n'y a que la force suprême d'Akadosh Baruch Hu qui peut ordonner un truc aussi fou. N'importe quel autre, Jésus ou Mahomet, n'aurait jamais mis cette mitzvah. Maximum, ils vont te mettre un 30 jours de jeûne, maximum. Maximum, ouais. Mais c'est pas suffisamment marketing, un truc comme ça. Fais une religion dans laquelle on s'aime tous et tout va bien. Et si tu me donnes une claque, je te tends l'autre joue. Mais c'est magnifique, c'est peace and love, c'est extraordinaire, ouais. Mais tu mets une religion, tu crées une religion, et tu dis, bon les copains, vous savez quoi, enfin, il y a pendant un an là, je sais pas, on mangera de l'herbe quoi. C'est magnifique la Torah. Imaginez, ouais, quelqu'un il invente une religion, il dit, bon écoutez c'est super, on va faire ça, organiser l'association, il y aura Shabbat, ouais, Sukkot, très sympa, ouais, et sympathique, les téfilines, génial, Chala Adla Kanida, ouais, génial, ça met de la pêche dans le couple et tout, ouais. Et dernière chose, ouais, j'ai oublié de vous dire, on va faire la Shemitah. Ah ouais, c'est quoi, c'est sympa et tout ce que je... Bon, la Shemitah, ça veut dire, bon voilà, vous savez, on se repose, c'est sympa. Ah ouais, quoi, et on se repose combien de temps? Une semaine? Non, un an. Ok, mais alors comment on fait pour manger? Écoute, vous inquiétez pas, je pourvoirai, ouais. Impossible. C'est la chose la plus ça devrait tuer complètement la religion. Et il y a eu historiquement, c'est incroyable, des histoires, les unes plus incroyables des autres, de ce qu'on a vu de façon extrêmement claire, des brachot qualitatives qui sont venus accompagner la 6e, 7e et 8e année. Ça dit, on a la plus belle preuve de l'existence du Dieu par ça. Donc c'est la raison pour laquelle, si j'ai besoin d'une mitzvah qui va être la déléguée de classe de toutes les autres mitzvot, la représentante de l'archétype, c'est la mitzvah de Shemitah Behar Sinai. Maintenant, il faut encore en Israël. Moi, quand j'étais à Bnei Brak, on avait assisté à la sortie de la Shemitah, un défilé de tracteurs sur Erov Chazonish, une des plus grandes artères de Bnei Brak. Donc ils avaient organisé ça comme ça, tous les paysans, enfin les paysans, les agriculteurs qui avaient joué le jeu.
et donc qui débarquaient avec leur crater, on voulait les applaudir. Ils ont joué le jeu, ils n'ont pas touché leur terre. Et d'ailleurs, en Israël, vous verrez, parce que vous irez dans plein d'endroits, il y a des endroits où vous marquez « Ici, on respecte la Shemitah ». Donc il y a des gens qui ne respectent pas, donc tu vois les vignobles qui sont super bien taillés et tout, et à côté, tu as un vignoble qui appartient à quelqu'un qui respecte la Shemitah, et qui est complètement défonce, quoi. Parce que tu n'arroses même pas. Or, il n'y a pas beaucoup d'arrosage naturel en Israël. Donc tu te dis, c'est un truc. Alors, je crois qu'il y a des halakhot qui permettent d'arroser juste la quantité pour éviter qu'ils meurent. Et je te dis, quand tu les vois, ils sont flagada, quoi, les vignobles. T'as à côté les trucs qui resplendissent, et t'as à côté, ouais. Donc, il prend le risque, un risque incroyable. Et il faut, et on les applaudit ensuite à CVD. Mais c'est la mitzvah la plus incroyable. Maintenant, rapidement, par rapport à cette notion de Emouna qui est la base essentielle, je vous amène ici, je n'ai pas le temps de tout faire, le Yesod du Chazon Ish, qui a expliqué dans un livre qui s'appelle, enfin un petit cahier qui s'appelle Contras Emouna Ubitachon, donc il a expliqué en fait la nuance fondamentale entre Emouna et Bitachon. Emouna et Bitachon, Emouna c'est ce qu'on appelle la foi en Akadosh Baruch Hu, que Hachem a créé le monde, qu'il est le super boss, qu'il n'y a pas d'autre personne que lui, il y a au moins plein d'implications par rapport à ça, et qu'il n'a pas donné le monde en location-gérance à une puissance quelconque. Il n'y a que lui. Donc si tu vois la Lune et le Soleil, tu es impressionné par eux, ce ne sont que des agents d'Akadosh Baruch Hu qui transmettent des énergies et qui existent, le Soleil, parce qu'Hachem donne au Soleil un bail permanent, mais s'il retire le bail, il n'y a plus de planète et plus rien du tout. Ça, c'est ce qu'on appelle la notion de Emouna théorique. Et bon, beaucoup de juifs l'ont, quoi. C'est lui le créateur, c'est le grand Olorgé, le grand gendarme aussi. C'est ça, jusque-là. Le Bitachon, c'est comment tu vis ça dans ton quotidien, dans ton métro boulot dodo. Comment tu vis ça. Et le Chazon Ish a défini la chose de façon assez magnifique. Bitachon, donc ça veut dire, j'ai maintenant, quand j'ai un PV, comment je vais gérer ça? Est-ce que je vais gérer ça en disant, mince, zut? Ou bien, je vois ça comme étant une intervention d'Akadosh Baruch Hu qui me dit cette fois-ci tu as eu un PV et l'autre fois tu n'as pas eu un PV. C'est comment je vais essayer de lire la palpitation d'Akadosh Baruch Hu dans ma petite atmosphère, dans mon petit métro boulot dodo. Alors je définis les choses comme ça, c'est assez, vraiment il faut apprendre ce Chazon par cœur. Concernant la confiance en Hachem, dit le Chazon à la fin du document. Une vieille erreur s'est glissée dans le cœur de beaucoup de personnes qui croient que la confiance en Hachem se résume au devoir de croire qu'à coup sûr tout ira bien. Ouais. Cette conception est fausse. Car tant que n'a pas été dévoilé l'avenir par le biais d'une prophétie, aucun avenir n'est sûr. En effet, qui connaît les desseins d'Hachem, à vrai dire, on ne connaît pas ce qui est bien pour nous. En fait, la confiance, c'est savoir que rien n'est le fruit du hasard, et tout ce qui vient est initié par Hachem. C'est-à-dire, je te dis, ne crois pas que quand on est dans un dilemme et tu prends deux choix, que, en fin de compte, tu vas demander à Hachem, aide-moi à obtenir ça. Fasse que je me marie avec ce mazal. Fasse que je décroche ce job. Qu'est-ce que t'en sais que c'est bien pour toi? Ce que oui, tu peux faire, c'est, si c'est mon mazal, que les choses se passent le mieux possible. Et si c'est pas mon mazal, je t'en supplie qu'il déguerpisse, ou qu'elle déguerpisse le plus vite possible. Je ne perds pas de temps. Le job, c'est pareil. Je peux être fasciné par le nombre de kilos euros qu'il me propose. Qu'est-ce que t'en sais que ça va être génial pour toi? Peut-être tu vas complètement te liquéfier dans un boulot dans lequel t'es complètement... t'es dans un stress absolument pas possible. Peut-être qu'un peu moins de kilos euros sera mieux. Et peut-être qu'un peu moins de kilos euros, c'est pas bien. Il faut aller au contraire là-bas. Donc je sais pas, je tâtonne. Mais partout où je vais, je demande à Hachem, si c'est bien pour moi, fais-le. Et si c'est pas bien pour moi, tu me l'enlèves. Mais ce qui est très important, c'est que je n'ai aucune certitude et aucun rave au monde pour te dire ça c'est la meilleure voie, à moins qu'il y ait un problème de transgression. Mais à deux voies égales, dans lesquelles il y aura le même respect de Shabbat et tout ça, personne ne peut donner de réponse par rapport à ça. Tu vas tâter, et la vie est un tâtonnement permanent. Mais ce qui est intéressant, c'est que quelle que soit la voie que tu choisis, même s'il y a un bug au bout de cette voie, ne crois pas que ça veut dire que tu as été abandonné d'Hachem. Tu continues à être en permanence dans les étreintes d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est ce qu'on appelle le bitachon amiti. Ça veut dire que jamais j'ai été abandonné par Hachem, quand bien même la démarche que j'ai mise en place est une démarche qui n'a pas abouti comme j'aurais rêvé qu'elle aboutisse.
Et la personne qui rentre dans cette démarche est une personne qui sera toujours zen. Je vous donne une traduction personnelle par rapport à ça, un exemple. Ouais, un exemple. Je me suis marié donc, il y a à peu près 26 ans. On s'est marié à Strasbourg, mais on voulait rapidement rentrer en Israël pour aller étudier. Et donc, au bout de 3 semaines, on est parti de Strasbourg pour aller s'installer en Israël. Bon, ça venait rapide. Maintenant, je me rappelle que comme on avait été assez prévoyant, on avait demandé le mariage à Strasbourg, on avait fait comprendre aux gens qu'on compte aller en Israël. Donc, au niveau des cadeaux, on est plus friand des enveloppes que des fours Moulinex. Ouais, à choisir. Malheureusement, les gens n'ont pas très bien compris. Ouais. Donc on s'est retrouvé avec la perceuse Black & Decker, avec tout le matériel SM, Moulinex, les trucs. Bon. Après ça, on avait nos effets personnels, les albums de famille, les albums, la garde-robe, blabla. Bon. Je demande à un copain comment tu fais. Ah, mais il n'y a pas de souci, l'autoroute est tracée, tu vas dans tel et tel transporteur par avion, je ne sais plus comment il s'appelle, Ziegler ou je ne sais pas quoi. Tu vas là-bas. Tu fais des cartons, tu payes au volume, c'est plus intéressant qu'au pas. Il m'a donné vraiment le truc génial. On a toujours un copain comme ça qui a des bons plans. Donc j'ai suivi la procédure impeccable. Je fais mes frais, une vingtaine de cartons, des gros cartons de déménagement. On envoie ça. Nous, on arrive 3 semaines après. Et le fret, 2 semaines après, nous arrivé. Monsieur Drey, voilà, vous venez chercher à Ben Gourion vos trucs. On était hyper contents parce qu'on avait préparé à la maison, enfin remplir, tu vois, c'est génial. Donc on arrive avec une vingtaine de cartons. Et puis on voit comme ça un bonhomme qui était là, et on voit qu'on lui ouvre ses cartons et il trouve là-bas plein de chemises, des chemises genre qui sortent dans leur emballage, quoi. Il y avait plein. Donc bon, apparemment le bonhomme il a fait de la contrebande, quoi. Il a fait importer et tout. Bon, on sentait que le bonhomme il était mal. En 2 mois il s'est fait choper. Je dis oh bon, ils ouvrent. Moi je transporte rien, même pas de marijuana, rien du tout, ouais. Donc tout va bien, quoi. Détente, ouais. Et d'un coup je parle à quelqu'un, pourquoi, qu'est-ce qui se passe et tout. Il dit non, parce qu'en fait il vérifie ça. Oh, il vérifie, il me rajoute ça, s'il n'y a pas de l'électroménager. Ah, ça, on m'avait pas dit. Il dit, quoi? Il dit, parce qu'en fait, l'électroménager, quand il arrive en Eretz, il est taxé à 100%. Alors, le peu d'enveloppes qu'on avait récupéré, j'ai fait le calcul, ça va servir à engraisser Ben Gourion, enfin, la fiscalité de Ben Gourion, ouais. Et voilà. Alors, d'un coup, je vois ça, je commence à paniquer. Maintenant, ma femme, au même moment, donc nouvelle femme, ça veut dire nouvelle dans le sens où il y a 3 semaines, après qu'on se connaît, quoi, pratiquement, ouais. On s'était pas connus beaucoup avant, donc c'est tout nouveau, on se découvre, ouais. Elle me voit en train de paniquer, mince, nerveux, je commence à transpirer. Mais qu'est-ce que t'as? Comment ça, qu'est-ce que j'ai? Mais ça va, détente. Je me dis, regarde, de toute façon, regarde. Soit cet argent, c'est prévu qu'on le perde, et on le perdra. Ça, c'est pas prévu, on ne perdra pas. Ce qui dit raisonner, ça veut dire. Bon, maintenant, après, j'ai appris qu'elle avait été biberonnée avec ça. Au séminaire, ils ont fait ça pendant 6 mois. Ils ont étudié la raisonner pendant 6 mois avec un élève de Rav Dessler. Donc elle était, mais alors, béton là-dessus. J'étais en total décalage par rapport à elle. Et là, je la vois, mais zen. Zen parce qu'en fait, c'est vrai, ça veut dire, j'ai pas fait d'erreur, j'ai demandé comme il faut, donc j'ai fait ce que j'ai à faire. Maintenant, d'un coup, il y a un truc que je savais pas. Donc, maintenant, je suis encore dans les mains d'Hachem. Moi, j'ai l'impression qu'il m'avait mis une claque. Il m'avait puni quelque chose. C'est la mentalité un petit peu chrétienne, malheureusement. Ouais. Non, il t'a pas puni. Il t'a mis là-dedans. C'est tout. Attends, moi, je pouvais pas réaliser. Donc, je la vois. Et plus je la vois zen, plus ça m'énerve. Alors, je dis, bon, en fait, je me suis marié avec une... bizarre, quoi. Ça veut dire, c'est bizarre. Ouais, on m'avait prévenu, hein, attention. Hein, les femmes, c'est pas comme les hommes et tout. Mais là, je dis, mais non, c'est waouh. Et je la vois tranquillement, elle prend son livre de télé, mais elle s'assoit, mais détente. Et moi, plus elle est détente, plus j'étais vénère. Maintenant, je me dis, bon, les Hachem, ça va bien se passer, les Hachem, parce que, en fait, mes colis qui sont problématiques, c'est juste le. Alors, on avait le gros Kinwood, venu de Manchester, le gros Kinwood, le vrai batteur. On avait le four à la vie, on avait plein de trucs, mais ils ne sont pas tous répartis partout. Donc, avec un peu de chance, il y a 3 ou 4 cartons problématiques, mais peut-être qu'il va tomber sur les amours de famille, sur la garde-robe et tout. J'avais la correspondance dans un cahier. Ouais. Le 1 correspond à ça. Tu vois pas, demain, il me dit, vous m'ouvrez celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. 4 cartons. Les 4, il y avait tout l'électroménager. Et là, ça fait punition, tu vois. Ça fait vraiment, waouh. Le mec, il arrive, il ouvre, je me rappelle. Alors, carrément, le Moulinex, four à la vie, le toaster, tu sais, le petit toaster, il était carrément dans le carton. J'avais laissé le carton pour le protéger. Alors, par contre, le Kinwood, j'avais enlevé le carton, mais je l'avais laissé dans son plastique. Et dans la prise, il y avait une étiquette
avec un panneau de danger. Tu sais, il te colle une étiquette en disant faites attention pour la première utilisation. Tu sais, c'est un truc électrique, faites attention. Donc il y a vraiment, c'est plus neuf que ça, c'est pas possible. Tous, et le seb, et le batteur, et les trucs, toute la gamme. Le mec, il regarde comme ça, il dresse le procès verbal, et il marque Kelim chashmalim meshumashim. Des ustensiles électriques, électroménagers utilisés. Oh, je vois ça. Le mec, mais un truc incroyable. Mais regardez la différence entre mon épouse et moi. Elle était zen, elle est restée zen. Parce qu'en fait, quand bien même on aurait été taxé, c'est l'argent qu'on aurait dû payer. Elle avait confiance en Dieu. C'est ce qu'on appelle, mais confiance dans le à deux doigts de l'amende. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'elle est évidemment entraînée par ça. Et moi, je suis passé par toutes les couleurs. Alors, évidemment, j'ai accueilli ça avec plaisir, mais j'ai passé une sale heure en train de me poser plein de questions, de me remettre en question, comment je vais faire, tu vois. C'est-à-dire, ça, c'est la différence. Tu as la vie zen, avec bitachon, et la vie d'un mahamine, quelqu'un qui croit en Dieu à fond, mais qui n'a pas de bitachon, et là, waouh. Ça, en fait, on a 1 an dans la Shemitah, c'est incroyable, 1 an sur lequel les gens, ils sont en train de prendre conscience qu'en fin de compte, de façon générale, comme dirait Sarkozy, travailler plus pour gagner plus. Et là, tu travailles rien du tout pour gagner beaucoup plus. On change le logiciel 1 an par tous les 7 ans. Ça, c'est ce qu'on appelle la chose la plus sidérée qui existe. Il y a raison qu'on puisse tous faire des gains en termes de bitachon. Je m'arrête là et je vous remercie. Ah, merci Razak. Et juste, j'oublie, je dis en vitesse, ouais. Les personnes qui sont intéressées, on fera passer une enveloppe pour ceux qui veulent. Vous savez que tout ce repas est totalement subventionné par